Mais c'est quoi le staphylocoque doré du coup? Genre c'est le boss final des staphylocoques? Alors, en fait, Staphylococcus, c'est une famille de bactéries. Les bactéries sont classées par différents styles voilà, différents noms, voilà. Et le staphylocoque, c'est un type de bactéries. Et dans ce type de bactéries, il y a encore plusieurs sous-types de bactéries. Et le staphylocoque doré, c'est un staphylocoque qu'on retrouve très souvent au niveau de la peau, qu'on va retrouver plus ou moins présent selon les personnes. Il y en a qui en ont très peu, il y en a qui en ont beaucoup. Et les personnes qui en ont beaucoup, elles en ont beaucoup souvent au niveau des narines, au niveau des oreilles, voilà, au niveau des mains. C'est des zones qui sont plus fréquentes. Et c'est pour ça d'ailleurs que cette zone, ce réflexe-là de se toucher le nez, c'est vraiment pas une bonne chose parce que c'est là où on prend les staphylocoques d'oreille, hein, c'est au niveau de notre nez. donc on les met sur les mains et on les transporte. C'est pour ça que quand bien sûr, ces staphylocoques sont présents, eh bien, voilà, ils peuvent faire une infection opportuniste, mais ça va dépendre des personnes, voilà. Il y a des personnes qui sont pas très peu porteuses, il y en a qui sont très porteuses, mais qui ont une bonne défense, et puis, voilà, en fonction, mais souvent, effectivement, comme c'est lui qui est le plus fréquent au niveau de la peau, c'est ce staphylocoque doré qui va le plus fréquemment déclencher des infections. Ah d'accord, donc quand un combattant il a un staphylocoque, c'est généralement un staphylocoque doré? À la plupart du temps, oui. Ah d'accord, parce que j'avais déjà eu des cas où des gens avaient inhalé le staphylocoque doré, donc c'est le sandwich quick qu'il y a eu il y a quelques années, enfin il y a une dizaine d'années maintenant, et qui est mort carrément parce que le staphylocoque était à l'intérieur du corps. Oui, alors ça peut être ça, ou alors l'autre possibilité, c'est que quelquefois il y a des toxines données par certaines bactéries, et que quelquefois ces toxines se développent dans l'aliment. C'est quelqu'un qui a le panari, hein, un panari. Le cuisinier qui a un panari, c'est un tueur en série. D'accord. Parce que, en fait, il va développer il va mettre de la toxine dans les aliments qu'il est en train de cuisiner. Et quand les gens vont manger cet aliment, eh ben, ils vont faire une toxi-infection alimentaire. Dans ce milieu-là, surtout dans le MMA, c'est quoi les infections les plus courantes et quelles sont les plus dangereuses? Alors, les infections les plus courantes dans les sports de combat, en fait, sont des infections qui vont se faire par contact. Souvent, ce que disent les combattants, ils disent, voilà, j'ai eu un staph. Ouais. Staph, faut comprendre staphylocoque. Dites-vous qu'on a carrément des abréviations tellement c'est fréquent maintenant. Voilà, voilà. Donc genre staphylocoque. Et en fait, l'idée, c'est que le fait d'être dans une ambiance chaude, contact et humide, il y a un contact, c'est humide et il fait chaud. Eh bien ça, c'est propice au développement de plein de germes. Et donc, c'est vrai que c'est des infections bactériennes, mais pas seulement malheureusement. Il peut y avoir des champignons. Il y a des mycoses qui sont très très fréquents, donc des mycoses cutanées. Hein, ça porte un nom, on parle de dermatophytie. À côté de ça, après, évidemment, tout ce qui peut aussi être par contact. Hein, donc ça peut être des poux, par exemple. Oh, c'est dégueulasse. Et t'as des gens, tu sais, ils viennent, ils prennent pas de douche et tout, c'est horrible. La gale. Quoi peut être transmise, voilà. Attends, mais toi, t'es pas dans la même salle que moi, toi. C'est des sauvages chez toi. Ah, mais tout ça, c'était... Non, mais le médecin, on recueille tout, nous. Ah ouais, la gale, genre. Le gars, il est au Moyen-Âge, il s'entraîne. Wow. Bon, là c'est vrai que je vais vers le côté un peu extrême. Heureusement, c'est très rare. D'accord. La plupart du temps, c'est quand même le staphylocoque et puis c'est la mycose. Ça, c'est ce qui prédomine largement. Et puis après, il y a des très rares, il y a ça, mais bon, voilà. Oui, je comprends. Mais du coup, la question que j'ai pour toi, je suis désolé de t'interrompre sur ça, mais j'aimerais peut-être casser une idée reçue autour du staphylocoque. Parce que par exemple, j'en ai déjà parlé à ma copine en disant, voilà, ça arrive que des gens chopent des staphylocoques avant un combat, et c'est pour ça qu'ils sont fatigués, etc. Et elle me dit, mais c'est quoi? Ils se douchent pas, genre? Et en fait, de faire comprendre que... en fait, le staphylocoque, de ce que j'ai compris, finalement, même moi j'avais cet a priori-là, mais en fait, tout le monde peut le choper, en fait. C'est pas un manque d'hygiène. Alors, oui et non. Ah, très bien. C'est vrai, tout le monde peut l'avoir, parce qu'en fait, l'infection se fait parce que, en tout cas, il y a plus de risques de développer une infection pour une personne, plus elle a de staphylocoque sur la peau. Maintenant, une personne est plus ou moins... Il y a des personnes très sujettes facilement à l'infection et d'autres qui le sont moins.
Bon, ça on peut pas voilà, c'est comme ça, c'est la loterie. Mais par contre, plus on a de staphylocoque sur la peau, quelle que soit la personne, plus on a de risques de développer l'infection. Une des façons, après avoir été sur le tapis, d'éviter d'avoir longtemps des staphylocoques sur la peau, c'est la douche immédiate. Et ça, en revanche, il faut dire que quelquefois, les combattants ne se douchent pas immédiatement. Il y en a qui vont rentrer chez eux, ils prennent leur douche chez eux. Et quand on prend sa douche chez soi, des fois, les gens, ils arrivent chez eux, ils se douchent tout de suite. Et puis il y en a, ils arrivent chez eux, ils se douchent pas tout de suite. Et d'accord, d'accord. Donc, ils attendent 3 heures, genre. Eh ben oui, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, sans se doucher, ça peut favoriser également le développement opportuniste. Et il suffit d'avoir une égratignure, une plaie cutanée, pour que ça puisse plus facilement, bien sûr, pénétrer se la peau. développer. Et puis moi, ce que je conseille aussi, c'est d'avoir des vêtements longs, d'avoir des rash-guards longs, d'avoir des leggings qui soient longs également, parce que moins il y a de contact de la peau, eh bien moins également on a de risque d'avoir ce genre de choses. Mais tu sais que même en dehors des staphylocoques, je trouve que c'est intéressant parce que je crois que j'ai développé des petits boutons ci et là en pratiquant, mais c'est même pas du staphylocoque. Je crois que c'est juste à force de se frotter avec des hommes en sueur. C'est très bizarre comme façon de le dire, mais c'est à force, au bout d'un moment, tu développes des problèmes cutanés, quoi. Eh bien, exactement. Il y a de l'irritation cutanée, il y a des infections, bien sûr, opportunistes en fonction des bactéries. Et puis, souvent, parce qu'on dit staphylocoque, en fait, il y a plusieurs bactéries qui peuvent se trouver sur la peau, hein. C'est pas obligatoirement un staphylocoque. Et donc, et puis en plus, pire, c'est quelquefois la bactérie, elle est résistante. Donc résistante, ça veut dire que en fait l'antibiotique en fait ne suffit pas enfin un antibiotique de première intention ne suffit pas à éradiquer la bactérie. Donc c'est vrai que le traitement précoce et complet et important. Précoce, ça veut dire que quand on a des signes, faut pas attendre, parce que quelquefois il y a ça aussi. La personne dit bon, j'ai une infection, je mets un strap dessus et puis je continue à tourner. Ça c'est absolument horrible, parce que si la personne se traite pas, l'infection va se développer. Comme elle va se développer, il va être porteur et donc il va essaimer toutes les bactéries à ses petits camarades, et c'est pas un strap qui empêche de passer la bactérie. Et puis surtout, si jamais par exemple la personne prend un antibiotique et termine pas son traitement, s'arrête au bout de 2 jours, ça va, c'est bon, j'ai plus rien, j'arrête. Ça c'est la pire des bêtises, parce qu'en fait on va enlever une partie des bactéries, mais il y a une partie qui est plus résistante qui va rester et qui va pouvoir à nouveau se développer, et cette fois-ci ça donnera une infection avec résistance aux antibiotiques. Oui, ça c'est quelque chose qui arrive souvent avec la toux, ça aussi c'est la même chose, ça arrive souvent avec la toux. Et oui. En fait ça c'était quelque chose que tu m'avais dit que j'avais trouvé très intéressant dans la préparation en amont de ce live, c'était quand tu m'expliquais qu'en fait quelqu'un, lorsqu'il est atteint d'un staphylocoque, en réalité au lieu d'attendre je sais pas combien de temps que l'infection se développe dans le doute, c'est bien de prendre un antibiotique tout de suite, parce que tu m'avais dit que dès les premiers jours de la prise de l'antibiotique, tu n'es plus contagieux, c'est ça ? 3 jours, absolument. 3 jours. Il faut à peu près 3 jours pour que l'antibiotique soit efficace pour diminuer la contagiosité. Et il faut, pour les mycoses, il faut à peu près 5 à 7 jours. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut dire de manière pratique, c'est-à-dire dire voilà, parce que quelquefois, les personnes peuvent dire ouais, mais je suis obligé de faire tout le traitement avant de me réentraîner, parce que c'est ça. En fait, la plaie souvent, c'est de se dire j'ai un traitement de 8 jours, je suis obligé d'arrêter pendant 8 jours. J'ai envie de dire non, avec avis du médecin bien sûr, hein, mais a priori, c'est après 3 jours, on n'est pas contagieux, ou beaucoup moins contagieux en tout cas, et là on peut reprendre un entraînement avec avis du médecin, parce que ça dépend de l'infection évidemment. Et donc du coup, quand il va prendre l'antibiotique, bien sûr, il va d'abord chez le médecin pour demander son ordonnance, hein. Il va pas débarquer à la pharmacie, parce qu'il y a quelqu'un qui demande l'antibio, c'est sous ordonnance. Oui, normalement c'est sous ordonnance. Absolument, c'est sous ordonnance, donc ça veut dire que il faut d'abord faut vérifier qu'on n'ait pas d'allergie, hein, parce on peut être allergique aux antibiotiques. Ensuite, il faut choisir un antibiotique qui soit adapté a priori, c'est ce qu'on appelle l'antibiothérapie probabiliste, c'est qu'il soit adapté a priori à la bactérie qu'on a. Et puis, éventuellement, le médecin, il peut aussi demander des prélèvements s'il a un doute sur une bactérie résistante ou sur le diagnostic. Il peut demander des prélèvements pour être sûr du bon diagnostic, donner surtout le bon antibiotique. Hein. D'accord. Donc, en fait, il faut essayer de consulter assez vite. Bon, moi, j'avoue que pour les combattants, de professionnels, je simplifie, parce que venir, machin, etc. Moi, je demande dans un premier temps déjà des photos de bonne qualité.
Et si vraiment c'est une image typique, bon bah je lui fais son ordonnance, voilà, et puis comme ça il peut démarrer très vite le traitement. D'accord. Moralité, les amis, si jamais vous êtes sportif de haut niveau, sachez qu'il faut un médecin dans la famille. Ce sera beaucoup plus simple comme ça. Et si vous n'en avez pas, essayez de vous mettre en couple avec un médecin, ce sera tout aussi pratique. C'est vraiment les mariages d'intérêt, tu sais, ça c'est quelque chose qu'on dit souvent. Dans la famille, il faut un médecin et un avocat. Après ça, t'es bien. Après, avec ça, normalement, on est bon. C'est ça. Alors du coup, comment traiter une infection? Bon bah, on a parlé des antibiotiques et c'est quelque chose qui arrive souvent donc dans notre milieu, surtout dans la MMA. Donc à force de tourner sur les tatamis, d'être en sueur, de la chaleur, les blessures ouvertes, etc. On chope des staphylocoques, d'autres infections, etc. On est obligé de prendre des antibiotiques et ce qui fait que souvent les gens ils disent qu'ils arrivent fatigués, notamment au combat. On a vu donc des cas récents, que ce soit Benoît Saint-Denis il y a à peu près 8 mois contre Dustin Poirier. Que ce soit Mathieu Leto, lorsqu'il était au Dana White Contender Series, on avait aussi vu qu'il avait un staphylocoque. Et après, ça c'est nos combattants français, mais il y a d'autres combattants qui ont eu des cas de staphylocoque avant leur combat, notamment Merab Dvalishvili avant son combat contre Sean O'Malley. Est-ce que c'est suicidaire d'aller en combat avec un traitement d'antibiotiques? Parce que c'est quelque chose qui ressort souvent maintenant. Les gens disent que c'est des excuses. Moi, je ne pense pas. Je trouve que effectivement, c'est drainant, en tout cas, de combattre une infection. Mais est-ce que c'est dû à l'antibiotique ou est-ce que c'est dû à l'infection? Ouais, ça c'est vrai que c'est une question qui est ressortie il y a peu de temps. Il n'y avait pas tellement ça et puis c'est ressorti surtout sur le cas de BSD justement quand il avait eu son infection. Alors le fait de dire l'antibiotique fatigue, bon ça franchement, en tout cas il n'y a pas d'études qui démontrent ça. S'il y en a qui le ressentent, en tout cas, il n'y a pas d'études qui démontrent que l'antibiotique fatigue. Par contre, ce dont on est certain, c'est que l'infection, ça fatigue. Ça veut dire que le fait d'avoir une infection, eh bien, ça puise de l'énergie dans le corps, ça empêche la récupération, ça crée de l'inflammation, et ça, c'est source de fatigue. Donc, se dire, je vais pas prendre d'antibiotiques, mais je vais laisser proliférer une infection, ça, c'est vraiment une grosse bêtise. Il faut traiter, si on veut pas être fatigué, il faut d'abord traiter l'infection. Après, il peut y avoir plusieurs problèmes à laisser aussi développer l'infection. Parce que si on laisse développer l'infection, d'abord, outre le phénomène de fatigue, elle peut se diffuser. Donc on peut faire une infection beaucoup plus grave. Et puis, elle peut se diffuser notamment dans le sang. Et à ce moment-là, créer, si ce n'est une septicémie, en tout cas, le fait que des bactéries aillent dans le sang, qui, lorsqu'on s'entraîne, eh bien, circulent beaucoup plus vite, un débit cardiaque et un débit sanguin très augmenté, les bactéries peuvent aller se fixer sur le cœur et créer ce qu'on appelle une endocardite, par exemple. Ah oui. Si c'est un virus, ça peut être une myocardite. Et ça, c'est une infection très, très grave. Donc, se dire, je continue, et encore pire si on a de la fièvre, bien sûr. Si on a de la fièvre, ça, c'est une absurdité. Donc, si on a des signes d'infection, il y a tout intérêt à traiter cette infection. Et se laisser développer une infection pour cette raison-là, vraiment, ça, je pense que c'est une erreur. D'accord. Alors moi, je propose jamais à un sportif de faire ça c'est évident. C'est au contraire de faire un traitement précoce à ce moment-là pour arrêter le plus tôt possible l'antibiotique. Mais du coup, est-ce que sous antibio, c'est préconisé d'aller accepter un combat? Parce que ils disent souvent que c'est ça qui les fatigue, mais en tout cas, quand ils sont sous antibio, est-ce qu'ils n'auraient pas intérêt, du coup, même en dehors des enjeux financiers, à décaler le combat ou à dire voilà, là c'est annulé? Ou est-ce qu'il y a un peu cette culture de la ténacité qu'il y a dans ce sport-là, qui dit qu'on doit être rude et qu'on doit passer outre cette maladie et qu'on combat même malade, quoi? J'ai envie de dire, ça dépend de l'importance et de la localisation de l'infection. Mais pour moi, le critère, ça va être vraiment l'infection. Si l'infection est active, pour moi, il faut décaler le combat. Si elle est active parce que elle n'est pas encore circonscrite, elle n'est pas encore maîtrisée, même des infections cutanées, parce que alors l'infection cutanée peut se diffuser. Il y a une chose que j'oublie de dire, c'est qu'on peut contaminer son adversaire. Ah bah ça c'est peut-être une stratégie. Tu vas au face-off, tu lui tousses sur la gueule et t'espères qu'il soit mort le jour du combat. Bon, donc voilà, c'est pas la grosse bête, c'est la petite bête. Voilà. Non, mais bon, c'est ça pour ça peut être par exemple.
Ah, c'est un risque, hein, parce que quelqu'un qui vient avec une infection, par exemple, moi, il faut savoir que les combattants sont examinés au moment de la pesée, donc lors du weight cutting. Et là, si on voit des infections cutanées, etc., on les demande de se déshabiller, hein, pour bien examiner tous les aspects. Mais s'il y a un star énorme, enfin une grosse infection locale, bah c'est pas impossible qu'on demande à la personne de ne pas combattre, hein. Donc je pense que c'est un mauvais calcul, hein. Si je vois quelqu'un, moi, qui est fiévreux à la pesée, bah je suis désolé, mais je pense que c'est une contre-indication à la compétition, hein. D'accord. Donc je pense que c'est pas, en fait, c'est sous moi d'expérience, tous ces trucs là, ouais, c'est des mauvais calculs en fait, parce que premièrement il y a le risque et deuxièmement souvent les gens, il y a des contre-performances parce qu'en fait ils ont pas leur capacité optimum. Donc c'est pas ah ouais mais, la phrase ouais mais même à 50% je le bats, moi j'y crois pas trop. C'est très rare, généralement, qu'on est à 50%, on se fait écraser. Donc, parce que le haut niveau, ça joue à très très peu. Et donc, pas avec la moitié de ses capacités qu'on va combattre. Et on rajoute avec ça le risque. Donc, en fait, moi, ça, je pense que c'est des mauvais calculs. C'est ce que j'explique aux entraîneurs, qu'ils comprennent, d'ailleurs, la plupart du temps. Quand on explique bien, ils comprennent ça.